J'ai travaillé 5 ans au sein de la Sûreté de l'État. C'est là que j'ai collaboré de manière étroite avec Rafik Hariri pour créer un service de renseignement. À cette époque, nous sommes devenus très proches. Le 24 décembre 2004, on m'a demandé de lui transmettre ce message. Dis-lui de faire attention, il existe une réelle menace d'assassinat. Je suis allé le voir pour lui dire de se tenir sur ses gardes. Rafik Hariri m'a répondu qu'il jouissait d'une protection internationale. Puis une source m'informe à nouveau du même risque, mot pour mot. Monsieur, on nous répète que la situation est dangereuse. Il s'apprête à vous assassiner. Je vous en supplie, quittez le pays. Sous la colonne de fumée, ce qu'il reste du cortège qui ramenait Rafik Hariri du Parlement. L'explosion a blessé une centaine de personnes et en a tué 9. Rafik Hariri a été extrait rapidement de la carcasse de sa voiture, mais son décès a été constaté à l'hôpital. Un cratère large d'une dizaine de mètres causé par l'explosion d'une voiture piégée d'au moins 350 kg d'explosifs. L'ancien Premier ministre avait peu de chance d'échapper à l'attentat. Ils sont des centaines de milliers. Ils convergent tous vers la place des Martyrs, au centre de Beyrouth. Les slogans sont en fait des insultes à la Syrie et à son président. En clair, la Syrie dehors. Rafik Hariri représentait une menace pour la domination syrienne au Liban. La Syrie était un proche allié du Hezbollah. Hariri menaçait de saper leur pouvoir au Liban. Pour eux, c'était une ligne rouge. Imad Mougnier a participé à cet attentat. C'est son unité spécialisée dans les assassinats qu'il a exécuté. Le Hezbollah a pris le pouvoir le jour de l'assassinat. Ils ont pris le terrain, le gouvernement, la présidence de la République, ils ont neutralisé l'armée. C'est à ce moment-là que se déclenche l'élimination physique au Liban de quiconque pouvait dire non au parti de Dieu de Hezbollah. إذا أخذت ماركو بتحط راسك وبتنام وفرده على جنبه وريقه وكل شيء من أحسن ما يكون ما حدا بيقول له وين. L'opération Cassandre révélait que le Hezbollah fonctionnait comme un cartel de la drogue. Il nous fallait utiliser les mêmes méthodes que celles employées contre les familles italiennes mafieuses et les cartels colombiens. Moi, j'étais une proie simple. Qui a cherché à vous tuer? Les Syriens, le Hezbollah. Ils pensaient pouvoir agir en toute impunité au Liban. Les cartels sont forts, mais le Hezbollah, c'est un autre niveau.
L'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri provoque un séisme au Liban et au sein de la communauté internationale. Tous les regards se tournent vers la Syrie, accusée d'être le commanditaire de cet attentat. L'armée de Bachar el-Assad, qui occupait depuis 30 ans une partie du Liban, est contrainte de se retirer sous les huées de la population. Avec le retrait des Syriens, le Hezbollah perd un allié de longue date et un protecteur. Plus grave, il se retrouve lui aussi sur le banc des accusés, suspecté de complicité dans l'assassinat de Rafik Hariri. Fragilisé, il réagit en renouant avec la violence, au Liban d'abord, en déclenchant une campagne de terreur contre ses opposants politiques, puis au-delà de ses frontières, en provoquant son ennemi juré, Israël. Nous étions convaincus que les Israéliens n'accepteraient de libérer nos soldats que dans le cadre d'un échange de prisonniers. Il fallait donc que l'on ait des captifs israéliens pour obtenir la libération de nos détenus des prisons israéliennes. Viennent d'être capturés au Liban par le Hezbollah. 2 militaires ont été capturés par le Hezbollah. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'enlèvement de 2 soldats israéliens par le Hezbollah, mais l'événement est considéré comme gravissime en Israël. Nous savions qu'il existait un risque de guerre, mais nous l'estimions à 5 ou 10%. Nous n'avions jamais imaginé que cela prenne une telle ampleur. Massés le long de la frontière israélo-libanaise, toute la journée, les chars ont bombardé la région. Les hélicoptères aussi. Les forces israéliennes sont entrées au sud Liban. ממשלת לבנון, שהחיזבאללה הוא חלק ממנה, מנסה לערער את היציבות האזורית. לבנון היא האחראית... إذا الإسرائيلي بده يفكر بأي عمل عسكري إذا كان هدفه استعادة الأسيرين فهو واهم 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 حتى ينقطع النفس. Nous avons été pris d'un doute terrible. Était-il possible que l'une des raisons de cette guerre de juillet tienne au fait que nous avions découvert l'implication de Hassan Nasrallah et du Hezbollah dans l'assassinat de Hariri? C'est le Hezbollah qui a enlevé les 2 soldats israéliens et provoqué la guerre. Nous sommes restés les premiers jours, puis les gens du Hezbollah sont arrivés en disant « Vous devez partir, vous devez partir ». Donc je crois profondément qu'ils s'attendaient à ces conséquences, à ces bombardements intenses.
Cela fait 20 ans que je vis ici, dans la banlieue sud de Beyrouth, qu'on appelle la Daria. C'est une sorte de ghetto contrôlé par le Hezbollah. Pendant la guerre, il y avait un groupe de combattants du Hezbollah assis dans notre jardin qui tenait une sorte de réunion. Je paniquais parce que je me disais, si les drones les découvrent ici, ils vont bombarder toute la maison. Comme il y avait de la tension, j'ai fait une très mauvaise blague. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai dit « Vous voulez une photo ?» Quelqu'un me répond « Si vous en prenez une, les Américains vous l'achèteront $1 million. » Je dis « Désolé, c'était une mauvaise blague. Je monte dans l'appartement, j'ai besoin de vêtements et je pars. » Je suis partie. Et 2 ans plus tard, le commandant du Hezbollah, Imad Mougnier, est assassiné. Tout à coup, apparaissent partout dans les rues d'immenses portraits de lui. Je me dis, j'ai déjà vu ce visage. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic. Je réalise que le type qui m'avait dit « Les Américains vous paieront $1 million » était Imad Mougnier. Après 33 jours de bombardement israélien, le Hezbollah obtient un cessez-le-feu, sans même libérer les 2 soldats enlevés. À Beyrouth, son dirigeant Hassan Nasrallah célèbre la victoire de la résistance contre l'ennemi historique. Dans le monde arabe, Hassan Nasrallah cultive son image de héros. Il est celui qui a humilié Israël, le petit Satan. Reste à trouver l'argent pour financer la reconstruction du Liban. C'est le moment tant attendu par la DEA, l'agence antidrogue américaine. Depuis Washington, ces agents surveillent tous les mouvements de fonds qui arrivent à Beyrouth. Dans le flux de dollars venus du monde entier, ils traquent les narcodollars, l'argent de la drogue. En 2006, l'aviation israélienne a détruit la plupart des ponts du Liban, de nombreuses routes, l'aéroport a été touché, c'était le chaos. Le Liban se trouvait en grande difficulté financière. Normalement, quand un pays est bombardé, sa notation financière baisse. L'argent n'inonde pas le pays, d'accord? Je suis un gars de la finance, je connais ça. Mais au Liban, des miracles se produisent. Ils avaient besoin d'argent et, surprise, des sommes colossales arrivaient. Je m'en souviens très bien, la guerre s'est terminée à 7-8 heures du matin et les gens du Hezbollah étaient présents partout. Les habitants pouvaient aller se plaindre qu'ils avaient perdu leur maison ou qu'un membre de leur famille avait été tué. Des milliers de familles avaient tout perdu. Le Hezbollah offrait une compensation. Les gens recevaient environ $10 000. L'argent venait bien sûr d'Iran.
Nous recevons de l'aide de l'Iran. C'est connu de tous. Mais le Hezbollah tire également ses ressources de la taxe Al-Khoms que paient les fidèles. Le croyant, selon la doctrine chiite, doit verser chaque année 20% de ses bénéfices aux religieux, les oulémas. Ces derniers dépensent l'argent pour soutenir les besoins des musulmans, des pauvres et toutes leurs causes. Le Hezbollah gagne beaucoup d'argent grâce à ses activités commerciales et aux dons. Mais au bout du compte, pour son budget, il dépend de l'Iran. Combien d'argent cela représente-t-il? Des centaines de millions de dollars par an, en espèces. Nous ne communiquons aucun chiffre concernant nos budgets, nos armements, ni nos effectifs. Ce sont les secrets du parti. En 2007, la croissance du système bancaire libanais a bondi. J'ai découvert qu'une énorme partie de cet argent provenait de la drogue. Restait à savoir qui avait organisé ce plan. C'était Imad Mougnier lui-même. Les dirigeants du Hezbollah ont déclaré que le commerce de la drogue était interdit. Parfois, les méchants mentent et regardent ailleurs. Le département du Trésor et le ministère des Finances des États-Unis. Nous savions que nous avions le pouvoir et les moyens. Nous pouvions débarquer à Beyrouth, pénétrer leur système financier, leur mettre le doigt sur la tempe et dire « Nous allons maintenant commencer à menacer votre confort là où vous pensiez être le plus en sécurité. » Le gouvernement américain passe à l'offensive. Les agents de la DEA reçoivent l'ordre d'infiltrer les circuits financiers clandestins tissés par Imad Mougnier, le stratège militaire du Parti de Dieu. Grâce aux écoutes téléphoniques, ils identifient les filières internationales de blanchiment et dressent l'organigramme de la face cachée du Hezbollah, celle qui pactise avec les cartels sud-américains de la drogue. Notre équipe a identifié ceux que nous avons surnommés les super facilitateurs, c'est-à-dire les membres les plus importants de l'organisation. Dans une famille de la mafia, on les appelle les boss. Dans un cartel, les têtes de cellule. Avec le Hezbollah, c'était les super facilitateurs. Rapidement, nous avons identifié un baron de la drogue sud-américain lié au cartel de Medellín qui opérait au Liban dans un bastion du Hezbollah. Un Libanais du nom de Ayman Juma. Ayman Juma était largement au-dessus d'un gars comme Chekri Harb. C'était un homme très puissant. Il fait le lien entre l'argent des cartels colombiens et celui du Hezbollah.
Il était le seul sunnite à vivre dans le bastion chiite du sud de Beyrouth, dans un bel appartement sur la plage. Il vivait sous la protection de gardes du corps du Hezbollah. Nous nous sommes concentrés sur Ayman Jouma et sur la manière d'infiltrer son réseau au Liban. Ayman Jouma souhaitait nous rencontrer. Quelquefois, nos cibles apprennent qu'elles sont inculpées, ou nous leur faisons savoir, du genre « Salut, vous êtes inculpé ». Et souvent directement ou à travers leur avocat, les caïds cherchent à savoir s'ils peuvent passer un marché avec la DEA. Jouma a laissé entendre qu'il était prêt à coopérer, ce que je n'aurais jamais laissé faire. Pour moi, il avait le profil du criminel que nous devions jeter en prison. Nous avons quand même organisé une réunion dans l'hôtel Trump à Panama City. Les agents, le procureur et les avocats portaient tous de très beaux costumes. Moi, j'ai décidé d'y aller en short et en t-shirt. C'était fait exprès. Je ne voulais pas donner à Jouma le sentiment que je faisais quelque chose de spécial pour lui. « 20 années au contact des pires criminels m'ont permis de reconnaître son appartenance au noyau dur de la mafia. À chaque fois que nos regards se croisaient, il avait cette expression qui disait « À la moindre occasion, je te tue ». C'est un parrain, aucun doute. Je reste très calme pendant la réunion. Et à la fin, je lui dis, « Vous ne nous avez donné aucune info. Il n'y a absolument rien que nous ne connaissions déjà. » Après, nous sommes partis chacun de notre côté. Pendant ce temps, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôtel Trump, on nous prenait discrètement en photo. Le Hezbollah avait lancé une enquête sur Asher et moi-même, l'équipe de l'opération Cassandre. Ils ont approché des tueurs professionnels pour leur proposer un contrat. Ils étaient prêts à payer pour nous supprimer. Avez-vous peur? Non, certainement pas. Vous le prenez comme un compliment. Vous vous dites aussi que vous devez vraiment bien faire votre boulot, parce qu'ils sont très en colère. Demandez à David Asher s'il avait peur. Moi non, mais lui peut-être. Quand j'ai débuté l'opération Cassandre avec Jack Kelly et notre chef d'équipe Derek Maltz, ils savaient que j'avais un autre emploi, mais ils ne savaient pas lequel. Je travaillais au 375 Park Avenue à New York pour un fonds spéculatif de 2 milliards de dollars dont j'étais l'un des associés. Je menais une double vie. La moitié du temps, je gérais des milliards de dollars de prêts et d'investissements, et de l'autre, je traînais avec des gars comme Jack Kelly à la DEA. J'arrivais à Washington en avion, habillé en costume. Et ces gars-là portaient des jeans, des t-shirts, ils se comportaient comme une bande de babouins. Moi, j'étais genre, vous savez, je viens de quitter George Soros. La DEA décide finalement d'inculper Ayman Jouma de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Mais l'homme s'est déjà envolé.
L'opération Cassandre s'intensifie. Une centaine d'agents travaillent maintenant pour traquer les complices d'Ayman Juma. L'enquête s'oriente vers le Venezuela, un pays d'Amérique du Sud hostile aux États-Unis. Son président, Hugo Chavez, ouvre ses frontières aux ennemis historiques du Grand Satan. Au premier rang figure la République islamique d'Iran et son protégé, le Hezbollah. Je viens d'une famille qui croit au service public. C'est notre façon d'essayer de faire un peu de bien dans le monde. Nous étions détachés de la division des opérations spéciales. On nous appelait l'unité d'enquête bilatérale. À l'origine, nous étions concentrés sur les plus gros caïds, les intouchables. Et nous avons rapidement commencé à établir un lien entre de nombreux groupes terroristes et le trafic de drogue. Derek Maltz était notre chef pendant la plus grande partie de ma mission. C'est le meilleur. Nous avons réalisé que le Hezbollah s'implantait au Venezuela pour générer des millions et des millions de dollars afin de les aider à financer leurs opérations. C'était très visible, notamment après la guerre de 2006 avec Israël. Ayman Juma et les réseaux du Hezbollah étaient très proches des hauts gradés militaires et des fonctionnaires corrompus du gouvernement vénézuélien. La majorité de la cocaïne colombienne qui entre aux États-Unis et en Europe provient du Venezuela. Le pays sert de passerelle. Grâce à nos agents infiltrés sur place, nous en avons appris beaucoup sur le Hezbollah. Nous avons appris qu'un officiel vénézuélien s'était rendu à une réunion à Damas, en Syrie, et qu'on lui avait proposé l'aide du Hezbollah. Certains ont dit que Nasrallah était présent à la réunion. Je pense qu'il est beaucoup plus probable que ce soit Imad Mougnier, le chef des opérations militaires du Hezbollah. Les deux partis représentaient une menace pour la sécurité des États-Unis. Ils partageaient un ennemi commun et le Hezbollah proposait son expertise dans la lutte armée et la création de milices. D'autres liens intéressants ont été établis. Par exemple, il y avait une compagnie aérienne vénézuélienne, Conviasa, surnommée Aéroterror. Il existait un vol hebdomadaire pour Téhéran, avec souvent une escale à Damas. Des avions bourrés d'armes, des lance-roquettes, des missiles sol-air, des kalachnikovs arrivaient au Venezuela. Au retour, ils transportaient de grosses sommes d'argent et de la cocaïne au Proche-Orient et en Iran. « 7 à 10 tonnes de cocaïne quittaient chaque semaine le Venezuela. C'est énorme. » Cette alliance narcoterroriste a été conclue entre le gouvernement de Hugo Chavez, les Iraniens et le Hezbollah. Le damos la bienvenida a un insigne líder como usted, líder de un pueblo heroico, el pueblo iraní, y líder de una revolución, hermana de la revolución venezolana, la revolución islámica. Hoy Venezuela está de júbilo. Bienvenido, hermano. Salam aleikum.
La drogue est devenue une partie de la résistance. La narco-résistance. Le trafic de drogue affaiblit les infidèles, leur jeunesse, leur pouvoir. Nous avons commencé à voir des hauts fonctionnaires vénézuéliens comme Tarek El Essami, l'ancien ministre de l'Intérieur et vice-président. Il est d'origine libanaise et syrienne. Tarek est l'un de ces fonctionnaires vraiment puissants qui a tellement d'influence qu'il permet au système de fonctionner. Il permet aux trafiquants de drogue d'être protégés. Il permet aux avions de décoller sans être inspectés. Il permet la délivrance de passeports à des personnes d'autres pays. Il permet enfin à d'énormes sommes d'argent d'être blanchies par des institutions financières officielles. Yesterday, the Department of Treasury's Office of Foreign Asset Control, known as OFAC, designated Venezuelan national Tarek El Essami as a specially designated narcotics trafficker pursuant for playing a significant role in international narcotics trafficking. Le Hezbollah a commencé à s'impliquer de plus en plus dans la distribution et le blanchiment. Il contrôlait toute la chaîne du trafic de drogue. Ce n'est pas quelque chose que l'on observe normalement chez une organisation terroriste. Ces gens étaient avides de gagner de l'argent, très agressifs et pas très prudents. ولطالما سعوا للنيل منه خلال أكثر من 20 عاماً إلى أن اختاره الله تعالى شهيداً على يد قتلة أنبيائه والمفسدين في أرضه الذين يعرفون. Les Américains et les Israéliens ont fabriqué un très petit explosif. Une nuit, alors qu'Imad Mougnier sortait des services de renseignement syriens, il est monté dans son véhicule et la bombe a explosé, le tuant sur le coup. Que Dieu ait son âme. Toute sa vie, son existence a été cachée avant d'être vénéré à sa mort. Lui seul avait cette mystique. La mort d'Imad Mougnier a été une perte très importante pour l'organisation. Avec la mort d'Imad Mougnier, le Hezbollah n'est pas seulement orphelin de sa légende militaire, il a aussi perdu celui qui contrôlait le financement occulte de l'organisation. Son hégémonie au Liban s'en retrouve fragilisée. Mais le parti de Dieu n'est jamais aussi dangereux que quand il se sent menacé. Hassan Nasrallah joue son va-tout. Il tente un coup d'État pour resserrer un peu plus son emprise sur le pays. Ce jour-là, Beyrouth se vide totalement. L'armée libanaise disparaît comme par enchantement. Et le chef d'état-major, qui était un ami, m'a dit « Sors de chez toi, utilise une voiture blindée, ne t'arrête à aucun barrage. Fonce à travers les barrages et si on tire sur toi, riposte, que tes gens ripostent. » Je suis ministre en fonction.
Ce jour-là, les milices du Hezbollah, en blouse noire, ils investissent la capitale. Exactement comme la marche de Mussolini sur Rome. Tout le monde a compris, quand son masque est tombé, que le Hezbollah n'était pas là pour défendre le Liban contre Israël, mais pour prendre le contrôle total du pays. Il avance dans l'État qu'il grignote progressivement, une bouchée après l'autre. Ce grignotage permanent du pouvoir est en train, à ce moment-là, de nous faire avancer vers ce qui sera plus tard, et l'est désormais, maintenant, un pouvoir absolu de Hassan Nasrallah sur le Liban. ما حصل في 7 أيام وضع حداً سريعاً لمؤامرة كبرى كانت تحضر لهذه المقاومة. طيب أنا أقول لكم كان مشروعهم في السنوات الماضية العمل على إيجاد صراع وقتال بين الجيش والمقاومة وفشلوا. Il y a un décideur, c'est Hassan Nasrallah, mais à travers lui, le grand décideur, c'est Téhéran. C'était à l'évidence une tentative de coup d'État qui visait à réaliser leur projet, faire du Liban une province de l'Iran. Ils ont construit au fil des années un système parallèle. Si vous allez dans un supermarché contrôlé par le Hezbollah, vous trouverez des produits iraniens. Il y a des hôpitaux contrôlés par le Hezbollah, des banques contrôlées par le Hezbollah. L'Iran a une stratégie à long terme. Cette stratégie repose sur le fantasme historique qui vise à restaurer l'ancien empire perse jusqu'au littoral méditerranéen. Grâce au soutien indéfectible de l'Iran, le Hezbollah contrôle une grande partie du pouvoir politique, économique et judiciaire libanais. Mais dans son enquête impossible, l'agence antidrogue américaine possède un avantage. Elle dispose de moyens illimités. En suivant la piste des narcodollars du Hezbollah, la DEA s'aventure jusqu'aux marches de l'Empire chiite, l'Afrique, où réside une importante communauté libanaise. Pendant l'opération Cassandre, nous avons démasqué l'un des plus grands réseaux de blanchiment d'argent jamais créés pour financer une organisation terroriste comme le Hezbollah. L'Afrique de l'Ouest était devenue une plaque tournante du trafic mondial de cocaïne. Nous y avons investi beaucoup de moyens. En 2006, nous avions des photos aériennes de la côte et elle était complètement vierge. Il y a juste ces grandes plages. Et puis, en 2006, on commence à voir des parkings de voitures d'occasion. En 2008, ils sont pleins. 30 à 40 000 voitures y transitent chaque semaine. On ne comprenait rien. Il n'y a rien de mal à importer des voitures et à faire du commerce international. C'est légal.
Et qui possédait ces parkings? Beaucoup appartenaient à des Libanais partisans du Hezbollah. Ali Karoubi vivait au Bénin. Il était l'un des principaux correspondants d'Eman Juma et des autres responsables du Hezbollah en Afrique. Avec l'argent de la drogue, ils achetaient des voitures d'occasion, les expédiaient en Afrique de l'Ouest, les revendaient, puis renvoyaient l'argent blanchi au Liban. L'argent retournait ensuite en Amérique du Sud pour acheter plus de cocaïne et le même circuit recommençait. La beauté du système était que des propriétaires d'entreprises légales gagnaient de l'argent. En Afrique de l'Ouest, les gens achetaient des voitures, ils étaient heureux. Et le Hezbollah, sous le radar, touchait sa part des profits pour financer son programme mondial. De quel argent parle-t-on? Nous n'avons pas de compte bancaire, ni de société commerciale. Il y a des individus qui ont des commerces, des affaires, qui sont chiites. Il est possible que certains d'entre eux aient des activités illégales. Mais en quoi cela nous regarde? Ce circuit générait environ 200 millions de dollars par mois. Faites le calcul. 200 millions fois 12, ça fait 2,4 milliards de dollars par an. Comprendre ce système a été difficile. C'était vraiment compliqué. L'argent est recyclé pour acheter de la drogue. Et l'opération se répète. Sauf qu'à mesure qu'elle se répète, elle prend de plus en plus d'ampleur. Et là, nous avons saisi l'occasion d'étouffer le Hezbollah. Le Hezbollah avait un plan, prendre le contrôle d'une banque. Et le plus simple était de faire ça au Liban. À partir de 2009, nous avons commencé à surveiller de près la Lebanese Canadian Bank. Nous voulions comprendre son rôle. Et ensuite, nous voulions l'infiltrer en nous faisant passer pour des trafiquants de drogue colombiens. Pas moi, mes gars, mes blanchisseurs. Quelle était la relation entre la Lebanese Canadian Bank et le Hezbollah? Nous avons appris plus tard que le Hezbollah était actionnaire à hauteur de 28% de la banque. Pour nous, c'était la preuve irréfutable qui confirmait tous les autres indices accumulés. Nous, on se tient en dehors du système bancaire. On est à l'ancienne. On transporte l'argent dans des valises. Et c'est parce qu'on a des voitures qu'on ne le transporte pas à dos d'âne. Ils apportent littéralement l'argent par palette à la banque. Et après, cet argent se retrouve dans le système bancaire libanais. Combien? Des milliards de dollars par an. En 18 mois, 5 milliards de dollars ont transité sur les comptes du Hezbollah à la Lebanese Canadian Bank. Cela vous donne une idée de l'importance du montant. Je voulais cibler cette banque. Je voulais la pousser à la faillite. Et c'est exactement ce que nous avons fait. L'article 311 est souvent comparé à une bombe atomique. En pratique, cela veut dire que la Lebanese Canadian Bank perd l'accès au marché financier américain.
Cela devient impossible pour elle de faire des transactions en dollars. De fait, elle perd tous ses clients à travers le monde. Je compare souvent cette affaire à une pelote de laine. À chaque fois que vous tirez un fil, de nouveaux dossiers émergent. Les autorités découvrent encore aujourd'hui des affaires liées à la Lebanese Canadian Bank, aux États-Unis, en Afrique, en Europe et au Proche-Orient. On a un aperçu incroyable des multiples activités du Hezbollah. Le démantèlement de la Lebanese Canadian Bank est une précieuse victoire pour l'agence antidrogue américaine engagée dans son combat mondial contre le financement du Hezbollah. Parallèlement, l'étau se resserre autour de l'organisation islamiste chiite. Après plusieurs années d'obstruction, l'enquête sur l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri est relancée. La justice internationale crée le tribunal spécial pour le Liban. Pour la première fois, l'impunité divine du Parti de Dieu est mise en cause publiquement. The creation of the Special Tribunal for Lebanon is the result of a tragedy. The killing of a former prime minister and of 22 other persons. The STL is the first international anti-terrorist tribunal. The creation of the tribunal was a political decision. Its operation, however, is and must remain above politics. The Special Tribunal for Lebanon is now in session. L'audience du tribunal spécial pour le Liban est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. En 2010, je rejoins le tribunal spécial pour le Liban, donc le TSL comme on l'appelle, et sa fonction, c'est d'enquêter non seulement sur l'assassinat de Rafik Hariri, mais également sur un ensemble de crimes connexes. Une enquête délicate parce qu'on travaille à l'étranger, dans un contexte difficile, de tension évidemment. On se déplaçait avec des véhicules protégés, il y avait de multiples contrôles, des checkpoints, on habitait dans des endroits spécifiquement gardés. On s'entoure de 1000 précautions parce que les enquêteurs étaient quand même visés. Il y a eu une enquête libanaise également, qui est venue nourrir énormément l'enquête du tribunal spécial pour le Liban, et en particulier les investigations qui avaient été menées par un jeune officier de police libanais, Wissam Eid, qui l'a payé de sa vie. Wissam Eid se rendait régulièrement chez les enquêteurs internationaux pour leur donner tous les éléments que nous détenions dans cette enquête. Et c'est au retour de l'une de ces visites qu'ils ont fait exploser sa voiture. حزب الله ما بدها اثنين يحكوا فيها يعني ثاني مرة عطوه انذار قولوا له إلا وسام الله يرحمه إنه كيف بلاك عنا حزب الله. Le crime parfait n'existe pas. Il y a toujours une faille, même minime, grâce à laquelle une enquête peut débuter. Nearly 6 years on, and the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri remains officially unsolved. It is not for lack of evidence, evidence which points directly and indirectly to Hezbollah.
Les données téléphoniques nous ont mis sur la piste d'un groupe lié au Hezbollah. Il s'agissait de 8 numéros, pas plus, qui ne s'appelaient qu'entre eux. Or, nous avons remarqué que ces 8 numéros suivaient en permanence Rafik Hariri. Le jour de son assassinat, ils étaient sur les lieux du crime. Nous considérons que toutes ces preuves sont conjoncturelles, fondées sur des appels téléphoniques dont l'exploitation n'est pas fiable, et qu'en même temps, il y a une manipulation suspecte des données téléphoniques. Le Hezbollah n'a rien à voir avec l'explosion et l'assassinat. J'ai vu les preuves et c'était très clair. C'est le Hezbollah qui a tué Hariri. On ne peut pas falsifier ces preuves et si des Libanais disent « c'est un coup de la CIA », ils sont stupides, des menteurs. Stupides ou menteurs. The indictment charges each of the 4 accused. That's Mr. Salim Jamil Ayash, Mr. Mustafa Amin Badruddin, Mr. Hussein Hassan Onisi, and Mr. Assad Hassan Sabra, with 4 crimes contrary to Lebanese law. We then decided to proceed to trial in absentia. يخطئ من يتصور هذا المستعجل بده يطلع القواوي الظني يخطئ من يتصور أننا سنسمح بتوقيف أو اعتقال أحد من مجاهدينا وأن اليد التي ستمتد إلى أي واحد منهم ستقطع. C'était un avertissement à l'État libanais et aux journalistes. Ne venez pas nous chercher parce que nous vous tuerons. Si vous allez voir Nasrallah en lui disant « Je fais un film sur le meurtre de Hariri », vous ne sortirez pas vivant du Liban. Il ne plaisante pas. Tout ce qui est justice internationale, loi internationale, mandat d'arrêt internationaux, tout ceci n'a aucune valeur. N'a aucune valeur chez eux. 15 ans après l'assassinat de Rafik Hariri, le tribunal spécial pour le Liban rend son verdict. 3 membres du Hezbollah sont condamnés à la prison à perpétuité. Ils n'ont jamais été inquiétés. Le 4e accusé, un haut cadre militaire du Hezbollah, est lui présumé mort. L'impunité, toujours. Tandis que ces réseaux de financement clandestins se reconstituent sur d'autres continents. Ils cherchaient d'autres endroits pour se développer. L'Europe est importante pour le Hezbollah pour de nombreuses raisons. Il peut y recueillir beaucoup d'argent et y mener des opérations. Et c'est aussi proche du Liban. La France apparaît comme le centre de commandement de leurs activités en Europe.